Et je suis ravi de vous retrouver ce soir, ravi malgré des circonstances encore une fois dramatiques, les circonstances d'Ukraine de l'Est, mais je suis ravi parce que nous recevons ce soir Jean-Bernard Pinatel. Général, bonsoir. Bonsoir. Et vous étiez donc officier para, mais aussi officier d'unité blindée, vous avez connu le feu et c'est pour cela que nous vous appelons ce soir. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Notre entretien se fera en visio, mais nous voulions absolument avoir votre regard, votre vision du conflit ukrainien, de la contre-offensive ukrainienne actuellement en cours. Vous avez en effet, comme je disais à l'instant, commandé des unités blindées, notamment des unités composées d'AMX, de blindés AMX, des blindés qui ont été fournis à Kiev récemment par la France, n'est-ce pas, Général ? Oui, alors, mais je vais tout de suite recadrer ce que je peux faire pour vous. J'ai 50 ans d'expérience en analyse stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse stratégique? C'est la capacité de déceler les facteurs déterminants qui conditionnent une situation et son évolution. Et je ne vais jamais commenter des faits de combat, comme le font la plupart des commentateurs sur les plateaux TV qui tirent des évolutions prospectives complètement stupides. Donc moi, je vous répondrai à vos questions toujours par rapport aux facteurs déterminants qui conditionnent l'évolution de ce conflit. Et si vous voulez, ce n'est pas les AMX ou les Leclerc qui conditionnent l'évolution de ce conflit. Alors très bien, je comprends tout à fait votre position. Vous prenez donc du recul, Général. Nous vous appelons pour ça. Cela étant dit, nous allons faire un petit tour de l'actualité pour que les téléspectateurs aient bien compris les derniers événements actuellement en cours sur le front, disons, de l'Est. En Ukraine, les combats font rage. Sur toute la ligne de front, ou presque, le déluge de frappes d'artillerie, d'hélicoptères et de drones est considérable. Le commandement ukrainien reste très silencieux sur son offensive, mais le 19 juin, Kiev a revendiqué la prise de 8 villages et de 113 km de territoire. Vladimir Poutine, de son côté, a déclaré que les pertes ukrainiennes en hommes et en matériel étaient catastrophiques. L'armée russe a en effet diffusé les images de la destruction de blindés allemands Léopard et américains Bradley, car même les armements livrés à Kiev par l'Occident, qui devaient changer la donne, semblent souffrir des combats. Alors, l'armée ukrainienne va-t-elle temporiser ou engager ses réserves dans la bataille? À n'en pas douter, son avenir semble se jouer dans les prochaines semaines. Alors, Général, nous voyons donc que la situation est difficile, à la fois pour les Ukrainiens, mais bien sûr aussi pour les Russes, même s'ils semblent camper sur leur position. Nous voyons aussi à l'écran apparaître une carte réalisée par Choc du Monde, une carte du front. Nous distinguons les principaux axes d'attaque ukrainiens. Plusieurs batailles très rudes ont lieu donc au sud de l'axe Zaporijie-Donetsk. Les Russes essaient quant à eux d'avancer dans la banlieue sud-ouest de Donetsk, disons à Marinka. Mais Général, comme vous dites, vous voulez prendre du recul. Selon vous, assistons-nous à des avancées ukrainiennes décisives, à la formation de têtes de pont en vue d'une percée, ou, à votre avis, est-ce peut-être déjà un échec pour l'armée ukrainienne? Écoutez, c'était un échec pour l'armée ukrainienne dès le 24 février. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a deux facteurs importants qui ne sont jamais assez soulignés. Le premier, c'est le facteur nucléaire. Les Russes, quand ils ont attaqué, c'est la première fois qu'une puissance nucléaire, après Nagasaki et Hiroshima, attaque un pays qui n'est équipé que des forces classiques à ses frontières, c'est-à-dire là où ses intérêts essentiels, voire vitaux, sont en jeu. Et donc, à tout moment, les Russes peuvent nucléariser le conflit si ils sont mis en difficulté. Donc, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, et ça, on le savait depuis le début. D'ailleurs, les Américains le savent bien, puisque le Pentagone fait tout pour ne pas mettre en difficulté les Russes, c'est-à-dire ils donnent à l'Ukraine juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas suffisamment pour gagner. Donc le but des États-Unis, c'est de faire durer cette guerre pour affaiblir la Russie et l'Europe, mais surtout pas que les Russes soient obligés de nucléariser le conflit, parce qu'à ce moment-là, les Américains ne prendront pas le risque de risquer Washington pour Kiev,
et les Européens s'apercevront que le parapluie américain est un parapluie percé. Donc, moi j'ai un ami général américain qui est un général d'armée, j'ai parlé avec lui il y a 15 jours, et il m'a défini la stratégie américaine de la façon suivante: We give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Nous donnons à l'Ukraine juste pour ce qu'il faut pour survivre, mais pas ce qu'il faut pour gagner. Et tout l'aide américaine depuis le début de cette guerre le montre. Quand Zelensky a demandé début mars à l'OTAN de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, c'est à Washington qu'on lui a répondu: il n'est pas question, parce qu'il n'était pas question que les pilotes américains se confrontent aux pilotes russes, deux puissances nucléaires, vous comprenez, avec les risques d'escalade. Quand un S-300 est tombé en Pologne et que Zelensky s'est précipité pour dire c'est un missile russe, les Américains ont dit non, on a suivi, c'est un missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui n'a pas marché. Quand les Américains, sous la pression des Européens, ont dit on va donner quelques Abrams à l'Ukraine, Biden s'est immédiatement précipité pour dire mais ce sont uniquement des armes défensives. Voilà, donc ça c'est le premier facteur déterminant. Donc ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Bon, deuxièmement, il y a un autre facteur déterminant, mais qui est beaucoup plus opératif, c'est que les Russes ont, et c'est les Ukrainiens qui le disent, une puissance de feu 4 à 5 fois supérieure aux Ukrainiens. Quand les Ukrainiens tirent 4000 obus par jour, les Russes peuvent en tirer 20 000. Et nous, on n'est pas capable de fournir ces quantités d'obus nécessaires à l'Ukraine, puisqu'on ne sait pas les produire, ni les États-Unis, ni nous. Et en plus, les Russes ont une supériorité aérienne supérieure à celle de l'Ukraine. Alors ça ne jouait pas trop quand l'Ukraine était en défensive dans des ruines comme Bakhmout, mais ça joue aujourd'hui d'autant plus qu'ils veulent avancer. Donc il n'y a aucune chance, je dis, que l'offensive réussisse et que l'Ukraine puisse récupérer les 4 oblasts que les Russes ont annexés. Alors à quoi peut donc servir cette tentative que l'on voit à l'heure actuelle, dont évidemment tout le monde parle? Ont-ils un objectif précis selon vous? Veulent-ils couper par exemple la Crimée du Donbass ou avancent-ils sans absolument savoir s'ils ont une véritable chance d'atteindre ces objectifs? Zelensky est une marionnette des Anglo-Saxons. Donc les sponsors de cette guerre veulent pour leur population justifier cette guerre. Et donc il faut que l'Ukraine, on fixe des objectifs. Le président Macron dit on va soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Mais c'est des foutaises. C'est des foutaises, je suis désolé. Il n'y a pas un général français qui est sérieux et qui n'est pas payé par l'OTAN ou par d'autres qui peut dire le contraire. C'est des foutaises tout cela. Donc on est en train de nous raconter n'importe quoi, et notamment sur LCI, alors que au départ cette guerre était perdue pour l'Ukraine. Alors simplement, qu'est-ce que peuvent faire les Russes? Moi, il y a un seul facteur que je ne sais pas, c'est jusqu'où veut aller Poutine. Est-ce que c'est vrai qu'il veut épuiser l'Ukraine et notamment tuer jusqu'au dernier soldat ukrainien pour que ensuite l'Ukraine soit tranquille pendant 10 ans? Je ne sais pas. Donc logiquement, si tout le monde était raisonnable, ce conflit se terminerait assez vite, comme le conflit coréen, avec une ligne de démarcation sans que la paix soit signée, comme ça c'est depuis 75 ans en Corée, une ligne de démarcation qui serait la frontière des 4 oblasts que la Russie a annexés et qui, du point de vue russe, font partie aujourd'hui de la Fédération de Russie. Et donc, je répète encore, qui sont, d'après la doctrine militaire russe et votée par le Parlement russe, à même de nucléariser ce conflit pour défendre ces territoires. Donc, on ne veut pas nous dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt, notamment les anglo-saxons, ont intérêt à nous affaiblir la Russie. Ce qui est grave, c'est que les dirigeants européens jouent ce jeu-là. Ils ne défendent pas les intérêts de l'Europe, alors qu'on a besoin, qu'on a
besoin de la Russie pour l'énergie et que l'on voit déjà l'impact que ça donne sur l'industrie allemande et par contre-coup sur la France. Voilà, donc c'est une vague blague, tout ce qu'on me raconte. C'est pour ça que moi je ne veux pas discuter de est-ce qu'ils atteignent la première ligne, est-ce qu'ils vont dépasser la première ligne. Non, tout ça ce sont des faits de combat, mais qui ne changent rien. Oui, ça change pour les gens qui sont tués, mais qui ne changent rien au résultat de cette guerre, qui ne change rien. Les Occidentaux, les médias occidentaux en général semblent surpris en fait par la défense russe depuis 3 semaines. Le Bild, le quotidien allemand, a titré « Les Russes se battent mieux que prévu ». Était-ce vraiment une surprise pour vous, général? Se sont-ils, selon vous, peut-être adaptés ou sont-ils plus à l'aise dans ce schéma plus défensif, général? Mais écoutez, le feu tue. Moi, j'en sais quelque chose, puisque en une journée, j'ai perdu, sur une section à 25, j'ai perdu 2 hommes et j'ai eu 7 blessés. Donc, je sais que le feu tue. Bon, à partir du moment où les Russes peuvent délivrer 4 à 5 fois plus de feu que les Ukrainiens, eh bien, il n'y a aucune chance que les Ukrainiens, surtout si les Russes sont en position défensive, puissent réaliser une offensive. Et en plus, les Russes ont une supériorité aérienne. On voit maintenant apparaître les hélicoptères, les avions, tout simplement parce qu'ils ont, pendant toute l'année précédente, démoli la défense anti-aérienne des Ukrainiens. Et quand vous avancez, c'est très difficile de suivre avec une défense anti-aérienne les forces qui avancent. Et donc elles sont très vulnérables au feu des Russes et au feu des hélicoptères et des avions russes. Vous êtes catégorique là-dessus, général. C'est impossible, quasi impossible, d'obtenir suffisamment de succès pour des blindés, pour des troupes au sol, sans un soutien aérien. Mais c'est impossible, c'est complètement impossible dans la mesure où aujourd'hui les Russes ont mis quand même au moins 250 000 hommes sur le front et les Ukrainiens n'en ont pas plus de 250 000 hommes en face. Et pour faire une offensive, en plus en ayant le feu pour vous, il faut une supériorité de 3 à 1. Donc il n'y a aucune chance. Alors ils vont gagner 2 km² à un endroit et puis ils se feront hacher par une contre-attaque. Donc tout ça sont des faits de combat qui sont dramatiques pour les gens qui les mènent. Et moi je suis furieux que l'Europe accepte de faire massacrer cette jeunesse ukrainienne qui mérite autre chose. En jouant le jeu anglo-saxon, qui eux, moi je ne critique pas les anglo-saxons, ils défendent leurs intérêts. Ce qui est grave, c'est que nous ne défendons pas les intérêts, et notamment les intérêts des Ukrainiens. Alors quels seraient justement les intérêts de la France en l'occurrence? Je veux d'ailleurs, la France a livré des blindés, a formé des troupes. D'ailleurs, une vidéo a récemment été diffusée par des soldats russes montrant un char AMX capturé, ce qui peut s'apparenter à une humiliation pour la France. Comment jugez-vous cette posture française, ce soutien matériel et en formation des troupes ukrainiennes? Alors, je ne vais pas être méchant, hein. Je ne vais pas être méchant, mais si vous voulez, on ne fait rien de sérieux en soutien. Les AMX-10, on les a retirés du service dans l'armée française. Ils ne sont pas au niveau d'une guerre face aux chars modernisés russes, que ce soit les T-90 ou maintenant les armadas qui vont rentrer. Donc, et tous les autres pays font pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, je dis, il y a un cynisme de nos dirigeants qui est inacceptable pour un militaire qui sait la souffrance des gens qui combattent. Voilà. Donc, et dans les dirigeants européens, je nomme au premier rang Zelensky, qui massacre sa jeunesse, alors que lui ne sait vraiment pas, parce qu'un acteur n'est pas capable de comprendre. Mais tous les gens qui le conseillent le savent. Il n'a aucune chance de gagner face à la Russie. Vous avez évoqué justement l'arme nucléaire dont dispose la Russie, nucléaire évidemment tactique aussi. L'offensive ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne s'apparente à une escalade. Est-il possible que les choses empirent encore davantage, à votre avis, Général Pinatel? Les Ukrainiens font ce qu'on leur dit de faire. C'est pas avec
on leur a équipé une douzaine de brigades avec d'ailleurs très peu de chars. Les Ukrainiens sont des gens excessivement courageux. Moi, j'admire beaucoup tous les commandants d'unités, tous les commandants de régiments qui vont au massacre. Qui vont au massacre parce qu'on leur dit d'aller au massacre, on leur dit que c'est possible, que les Européens, les Américains vont les aider, etc. Mais les Américains font ça, n'iront jamais au-delà du seuil qui risque de mettre en danger la sécurité des 4 oblasts que les Russes ont annexés. Parce qu'ils savent et ça, moi j'en suis totalement persuadé, que les Russes n'hésiteront pas à nucléariser le conflit. Alors ils ne nucléariseront pas en bombardant Washington ou Paris, mais dans un premier temps, je pense qu'ils reprendraient les essais nucléaires aériens pour bien montrer que dans un endroit où il n'y aurait pas de pertes et de risques pour la population. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas à leur faire comprendre qu'ils vont passer au stade supérieur, eh bien ils enverront 1 ou 2 armes sur le théâtre d'opération. Alors moi, j'ai assisté à 7 tirs aériens dans le Pacifique. J'étais en charge de la sécurité des pénétrations pilotées sur le croiseur de Grasse. J'ai vu environ 7 tirs nucléaires de la valeur d'Hiroshima. On était à 10 km avec le croiseur de Grasse. Je peux vous assurer que ça décoiffe à 10 km encore, une bombe comme Hiroshima. Et si vous voulez, si on nucléarise le conflit, tout le monde lèvera les bras. On ne peut pas mener la guerre, une guerre avec des armes nucléaires sur le champ de bataille. D'ailleurs, les Japonais qui étaient, Dieu sait, fanatisés, il a suffi de 2 armes nucléaires pour qu'ils déposent les armes. Bon, la Russie a déjà commencé à déployer des missiles tactiques en Biélorussie et Loukachenko a évoqué justement la possibilité qu'il n'hésiterait pas si la Biélorussie était attaquée. Est-ce justement ce déploiement qui sera effectif en juillet? Comme les Américains, toutes les armes nucléaires qui sont en Europe, il y a une double clé. C'est Washington qui a la clé. Les Anglais, les Allemands, toutes les armes qui sont en Europe, les Européens ne peuvent pas s'en servir sans l'aval des Américains. De la même façon, les Russes, ils ont déployé des armes en Biélorussie, les Biélorusses ne peuvent pas s'en servir si Poutine ne donne pas le feu vert. Soyons bien clairs là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, il avait déclaré que les missiles seraient gardés par des soldats russes et non par des soldats biélorusses. Donc, ce qui exprime bien justement qu'il gardait la main sur ces armes-là. En Europe, les Américains ont la main sur toutes les têtes nucléaires, missiles qui sont déployés, c'est évident. Pour en revenir à l'aide apportée par la France aux troupes de Kiev, à l'Ukraine, plusieurs régiments sont impliqués, des chasseurs alpins, des parachutistes de l'infanterie de marine. Vous avez vous-même été officier parachutiste. Quelle aide concrètement peuvent-ils apporter? Peuvent-ils changer d'une certaine manière quand même la donne au sein des troupes ukrainiennes qui ont par exemple demandé à être formées au combat de tranchées? Le savoir-faire français peut-il quand même être utile selon vous aux troupes ukrainiennes? Non, non, elles vont pas être utiles si vous voulez, aux fantassins qui est en première ligne, mais pas du tout sur l'issue de la guerre. Alors, il faut quand même distinguer 2 choses au niveau français. Il faut distinguer l'armée et les politiques. L'armée a tout intérêt à avoir du monde en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette guerre en Ukraine est une guerre totalement originale, qui est une guerre hybride, dans laquelle vous avez à la fois une guerre de tranchées comme en 14-18, vous avez une guerre comme 39-45 avec des feux, des chars, des blindés, et vous avez une guerre totalement moderne avec des missiles hypersoniques russes, avec des bombes planantes, avec des drones, avec des satellites d'observation. Donc on a intérêt à avoir des gens qui observent, et notamment des gens des forces spéciales qui observent. Ça, c'est l'intérêt des militaires, mais c'est pas pour autant que ça apporte une aide décisive à l'Ukraine. Alors vous êtes
quand même optimiste, me semble-t-il, général. Bien sûr, vous évoquez la crainte très justifiée d'une menace nucléaire, d'une escalade nucléaire. Mais alors concrètement, quelle perspective de paix avons-nous à l'heure actuelle? Certains estiment que l'affaire sera pliée à la fin de l'été. Est-ce une hypothèse concevable pour vous? Alors, les perspectives, je ne crois pas à la perspective de paix. Ce que je crois, c'est qu'à un moment, les Ukrainiens n'auront plus les moyens d'attaquer et de reprendre leur territoire. Voilà, quand cette offensive, ils vont épuiser les dernières personnes qui ont envie de se battre. À partir de ce moment-là, c'est pas pour autant qu'il y aura la paix. On arrivera, je vous répète quand même qu'en Corée, ça fait 75 ans que la paix n'est pas signée. Il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été signé entre la Chine et les États-Unis, mais cet accord n'a jamais été reconnu par le Parlement sud-coréen ni par la Corée du Nord. Donc ces deux Corées sont en guerre et on est pratiquement dans la même chose puisque les Russes et les Ukrainiens, je ne vais pas les dire jusqu'au même peuple, parce que tout le monde va hurler, mais sont quand même des peuples qui sont frères depuis longtemps, comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, on va installer une zone de démarcation avec des mines, etc. Et ça va rester quelque chose de suffisamment chaud, comme ça existe avec des moments où on se tire d'un côté ou de l'autre, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, le rôle de la France, et de toujours et depuis le général de Gaulle, c'était d'être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi? Parce que la France est à la fois une puissance maritime. Je vous rappelle qu'on est avec nos côtes et nos territoires d'outre-mer, on a la première puissance à l'équivalent des États-Unis en zone économique exclusive, et en même temps, on est continental. Donc, on a toujours été on est un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. Et ce rôle-là, c'est ce rôle que la France doit jouer et de trouver quelque chose de raisonnable. Il était évident, les Russes n'accepteront jamais que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Les Russes n'accepteront jamais que Odessa que la flotte américaine soit à Odessa. Donc ils sont prêts d'aller très loin pour ça, parce que pour eux c'est leurs intérêts essentiels. Quand les Soviétiques ont voulu installer des missiles stratégiques à Cuba, les Américains étaient prêts à faire la guerre nucléaire. Bon, alors pourquoi aujourd'hui tous ces imbéciles qui passent à la TV disent les Russes ne seront pas prêts à le faire? Je peux vous assurer qu'aux États-Unis, ils ont la trouille. Moi, j'ai beaucoup d'amis américains. Ils ont découvert les missiles hypersoniques. Et les Américains ne les ont pas. Raytheon avait un contrat avec l'armée américaine pour essayer de faire des missiles hypersoniques à Mach 5 ou Mach 6. Ils n'ont pas réussi à dépasser de 5. Et le Pentagone vient de dénoncer ce contrat. Donc ils savent très bien que les missiles hypersoniques, aucune défense n'est capable de les arrêter. Et quand on nous raconte que les patriotes en ont descendu un, les patriotes sont incapables de voir un missile qui va à plus de Mach 5. Alors à 10 Mach, en arrivant vertical depuis la stratosphère, c'est n'importe quoi. Donc on nous raconte n'importe quoi partout. Mais la réalité, c'est que les Américains n'ont aucune envie de se lancer dans une guerre nucléaire, y compris en Europe, avec les Russes, parce qu'ils ne veulent prendre zéro risque pour Kiev, zéro risque nucléaire pour Kiev. Voilà. Vous avez évoqué... Tout le reste, c'est de la rigolade. Vous avez plaidé pour une posture française raisonnable, mais Emmanuel Macron est aujourd'hui à l'Élysée. Pensez-vous qu'il serait en mesure d'adopter cette posture raisonnable et d'être, comme vous le souhaitez vous-même, un trait entre l'Ouest et l'Est? Le problème du président Macron, c'est qu'il avait toutes les cartes en main quand il était président de l'Union européenne et qu'il discutait avec Poutine. Simplement, il n'a pas cru que les Russes attaqueraient.
Et il suffisait de lui dire que la France s'engagerait à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, etc. Il avait des cartes en main, mais il n'a pas été capable d'écouter et de comprendre ce que lui disait Poutine. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit très crédible. Alors il est peut-être plus crédible que les Allemands ou plus crédible que d'autres, mais si vous voulez, il a quand même eu, l'histoire retiendra qu'il a eu quand même une chance au moment en tant que président de l'UE et qu'il a laissé passer. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas faire de procès d'intention à quiconque. Il n'a pas la formation d'un analyste stratégique et puis il est entouré de gens probablement qui n'ont pas osé lui dire vraiment les choses en face, parce que c'est ça le risque. Moi j'ai été 3 ans, si vous voulez, conseiller géostratégique avec d'autres du président Giscard d'Estaing, et Giscard d'Estaing nous demandait qu'on lui dise vraiment la vérité. Et il avait cette capacité d'écoute. Est-ce que le président Macron a la capacité d'écoute réellement? Je n'en sais rien. Moi, je n'attaque personne. Mais il est bien certain que vis-à-vis de Poutine, il a perdu une chance parce qu'il ne parlait pas au nom de l'UE, il parlait au nom des États-Unis à ce moment-là. Et donc, c'est ça qui est grave, c'est que les dirigeants européens ont été incapables de définir une stratégie qui ne soit pas la stratégie anglo-saxonne. Et ça, c'est depuis, si on peut dire, Sarkozy, qui est rentré dans l'organisation militaire, Hollande et Macron. Avant, je vous rappelle quand même que Jacques Chirac avait refusé d'engager les troupes françaises en Irak parce qu'il savait que les déclarations américaines sur le fait que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et qu'il avait des liens avec Al-Qaïda étaient fausses. Donc on était la France encore, je peux dire, jusqu'à Jacques Chirac. Après, on s'est aligné complètement sur la stratégie anglo-saxonne et à notre détriment économique. Et ce sont les Français qui vont en souffrir, vous voyez. Un alignement dont les Français vont souffrir. Eh bien, Général Pinatel, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions sur le conflit, à la fois sur le terrain et puis plus généralement sur la situation géopolitique. Merci, Général, d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde et merci à tous. Merci à vous.